Ravi de vous retrouver pour cette troisième édition. Denis Bayard, merci d'être présent ce soir. Bonjour et merci de votre invitation. Bah, c'est un plaisir. On va parler avec vous de votre livre, de cette collection Et après, qui est notre partenaire pour ces conférences de l'avenir, partenaire avec l'Express pour une série de conférences qui aura lieu tout au long de l'été jusqu'au mois de novembre. Et avec vous, on va donc parler de votre ouvrage, Tenir la promesse faite aux tiers États. Denis Maillard, on vous connaît, vous êtes philosophe, politique de formation, vous avez eu une double vie, d'un côté dans des institutions comme Médecins du Monde, comme l'UNEDIC, et puis de l'autre côté dans le champ intellectuel, notamment auprès de Marcel Gauchet, et puis évidemment autour d'ouvrages dont on aura sûrement l'occasion de reparler ce soir, comme Quand la religion s'invite dans l'entreprise. Et puis, vous nous livrez ce texte très intéressant, Tenir la promesse faite aux tiers États, dont on va parler ce soir. Sans plus tarder, on va en parler tout de suite. Je rappelle simplement les petites règles pour tout le monde. Tous ceux qui ont Facebook peuvent bien sûr nous regarder ce soir et commenter directement en mettant un message dans la colonne qui est prévue pour ça, dans l'espace commentaire. Ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez nous suivre sur Facebook en direct sans aucun problème. Simplement, vous ne pouvez pas poser de questions directement. Donc, pour poser des questions, ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer un petit mail à avenir@ville-sarafael.fr. C'est la troisième édition, vous connaissez le format, on va discuter un petit peu avec Denis Maillard, le temps que vous puissiez formuler vos questions, poser les questions qui vous passent par la tête, toutes les questions que vous avez envie de lui soumettre. Et puis après, dans un second temps, on passera à une discussion sur la base de ces questions. Donc, je vais ouvrir la question. Cette promesse faite aux tiers États, elle tient finalement en une phrase. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et cette phrase, finalement, eh bien, elle fait écho à l'actualité, elle a fait écho à cette période de confinement où vous avez produit ce texte et où, du coup, ça a été le point de départ de votre réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Mais cette phrase, c'est la deuxième partie de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui a été votée le 26 août 1789. Et cette phrase, le président de la République l'a utilisée en avril dans une de ses allocutions télévisées pour, décrire la situation de tous ces travailleurs qui étaient jusqu'à présent invisibles et qui, du fait du confinement, se retrouvaient non seulement en haute visibilité sociale, comme disent les sociologues, mais aussi continuant à aller travailler au plus près, prenant des risques pour leur santé, continuant à faire fonctionner l'économie. Et donc, cette phrase-là et le titre de ce livre, Tenir la promesse faite aux tiers États, c'est une expression que j'emprunte pour celles et ceux qui liront le livre, c'est une expression que j'emprunte au poète russe Mandelstam. Et tenir la promesse faite aux tiers États, c'est cette promesse d'émancipation qui a été faite par la Révolution et notamment par la Déclaration des droits de l'homme, d'où cette phrase. Mais aujourd'hui, si on contextualise, ou recontextualise plutôt la promesse qui est faite, c'est cette promesse de revalorisation des métiers qui étaient invisibles et qui ont été en première ligne, comme disait le président de la République, qui ont été sur le front, qui ont été les premiers de tranchées, si on reprend cette métaphore guerrière. Et c'est tout ce que moi j'ai appelé, alors déjà depuis un petit moment, mais j'ai repris cette expression là dans cet ouvrage, le back-office de la société. Alors back-office, pourquoi? Parce que c'est précisément tous ces gens qui sont invisibles généralement, mais qui font que la société se poursuit, la société tient jour après jour, et que si on n'en a pas conscience au quotidien, on les a vus, on en a vraiment eu conscience pendant le confinement, et que c'est ce back-office, ce nouveau tiers-État, on va dire, qu'il faut aujourd'hui, à qui une promesse a été faite de revalorisation, de reconnaissance, et envers qui il faut tenir désormais cette promesse. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous montrez dans cet ouvrage, c'est que, et dans d'autres, puisqu'on en reparlera, c'est déjà en effet quelque chose sur lequel vous aviez déjà travaillé, c'est qu'en fait, il y a plusieurs mondes dans ce back-office. Il y a des mondes qui sont différents, qui n'ont pas forcément d'ailleurs cette conscience de classe, on en reparlera, mais ces mondes, ils renvoient quand même à des métiers qui, en effet, ont comme caractéristique d'être plutôt invisibles. Vous avez évoqué la manutention, les comptoirs, les guichets,
la partie du care, dont on a peut-être encore un peu plus parlé, et puis tous ceux qui sont dans ces bureaux routiniers, ces métiers qui sont en voie d'automatisation. C'est bien ça, en fait, ce qu'on évoque par ces invisibles, ce sont bien ces personnes-là? C'est ça, ces travailleurs invisibles, c'est des invisibles d'hier, puisque aujourd'hui on les a vus, on les voit, et j'espère qu'on tiendra encore compte d'eux. Ce que j'appelle le back-office de la société, c'est effectivement ces quatre mondes du travail. Le premier, c'est le monde de la logistique, de la manutention. Alors, ça va des chauffeurs, livreurs, des caristes, des préparateurs de commandes dans des drives, par exemple, puisque les Français ont beaucoup utilisé les drives pendant le confinement. C'est les magasiniers, enfin, tout ce personnel-là qui avait été très présent au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et la, euh, la révolte des Gilets jaunes, la révolte des ronds-points, comme on l'avait appelé, avait été un moment où on avait vu surgir une partie de cette classe de service, une partie de ce back-office. Et je dis une partie parce qu'il y a d'autres mondes du travail dans lesquels on retrouve ces travailleurs-là. Le monde du comptoir et du guichet, c'est-à-dire toute l'infrastructure commerciale, les caissières, bien sûr, dont on a beaucoup parlé pendant le confinement. Je dis les caissières, mais je féminise à dessein, puisque c'est essentiellement des femmes qui occupent ces fonctions, mais aussi tout ce qui est les métiers qui gravitent autour. Je pense par exemple aux agents de sécurité qui sont à l'entrée des magasins, tout ce qui est gardiennage, tout ce qui est nettoyage. Et puis, troisième monde du travail dont on a beaucoup parlé quand on a parlé des soignants, alors que ce soit dans les EHPAD, que ce soit à l'hôpital, c'est les infirmières, les aides-soignantes. Mais c'est beaucoup plus large, ce monde du care, ce monde du soin, ce monde du soin et du prendre soin. C'est tous ces métiers qui sont au contact des personnes. Et là, pendant le confinement, ils ont été véritablement mis à contribution. Mais ça va aussi, ça on prend en compte aussi les auxiliaires de vie, les nounous, tout ce personnel-là du soin et du monde domestique, mais aussi, pour une part, je pourrais y revenir tout à l'heure, les enseignants, par exemple. Et puis, dernier monde du travail, peut-être le plus invisible parmi les invisibles, qui est ce monde du travail, du bureau, pardon, routinier en voie d'automatisation. C'est quoi? C'est toutes les personnes qui sont dans des centres d'appel, qui mettent en ligne des produits, en ligne. Il y a ceux qui les mettent en rayon physiquement, puis ceux qui mettent en ligne sur les sites internet, les travailleurs du clic. Donc tout ça fait un monde du travail qui finalement vit à peu près dans une unité sociale. Et quand je dis unité sociale, c'est quoi? C'est que c'est à peu près tous la même relation de service dans le travail, la même expérience du travail au service d'un client, qu'on soit livreur, qu'on soit caissier ou caissière, qu'on soit infirmière, et qui est caractérisé aussi par le fait que ils n'apparaissent pas très visibles, en tout cas ils ne sont pas valorisés socialement, et c'est des travailleurs qu'on a pu dire invisibles. Et ce qui est très intéressant, vous avez commencé à l'évoquer ici, mais j'aimerais qu'on le creuse un peu, c'est que vous avez montré que d'ailleurs, ces différents métiers précarisés étaient genrés. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté des métiers plutôt masculins, d'autres plutôt féminins, et que souvent dans ces métiers féminins, on avait encore une précarité complémentaire à celle qui était celle des hommes, encore une pauvreté supplémentaire. Peut-être que vous pouvez en dire encore un petit mot de ce point-là. Oui, alors, comme on a beaucoup parlé de ce monde, de ce qu'on appelle le care, hein, qui en anglais veut dire le soin, le prendre soin, comme on a beaucoup parlé de ce monde-là, puisque ce sont essentiellement les soignants, hein, et puis donc on a bien vu à l'hôpital, mais aussi dans les EHPAD, par exemple, les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de vie, tout ce monde du travail-là, il est très, très, très majoritairement, ultra majoritairement, on va dire, féminin. Et donc, on a pu dire à un moment que, je crois que c'était une phrase qui avait été employée par Christiane Taubira, qui disait finalement la France a tenu grâce à une bande de femmes. Alors, c'est vrai pour une part, peut-être pas complètement, parce que je pense qu'en fait, on a une division des genres à travers ces métiers.
plus masculin dans tout ce qui est la nouvelle condition ouvrière du tertiaire. Je parlais tout à l'heure des caristes et des opérateurs, des préparateurs de commandes, de tout le monde du transport, de la logistique, qui est souvent très masculin. Mais ils ont aussi continué à fonctionner, ils étaient présents, peut-être on en a peut-être moins parlé, mais ils ont continué à travailler. Et puis de l'autre côté, une division selon le genre, où effectivement tout ce monde du soin est extrêmement féminin. Souvent un travail très fragmenté, très parcellisé, et puis souvent des personnes issues de l'immigration où le travail, alors si je pense par exemple, alors on n'est pas directement dans le soin, on est peut-être plus dans le monde du guichet, du comptoir, tout ce qui est serveur dans les restaurants, les cafés, tout ce qui est plongeur, les cuisiniers, etc. Là, le travail au noir ou semi-déclaré voilà, côtoie un travail déclaré. Et donc, on est dans des métiers, effectivement, mais là aussi, on l'a, par exemple, sur les assistantes maternelles et les nounous. Certaines sont déclarées, d'autres ne le sont pas. Donc, on a un monde du travail qui est effectivement très parcellisé, très atomisé, où se côtoient des formes de travail déclaré et des formes de travail plus informelles, souvent non déclarées. Donc, c'est tout ce travail-là, souvent précarisé, alors c'est de la grande caractéristique, qui ne télétravaille pas, puisque pendant le confinement, on s'est aperçu que des millions de personnes étaient passées en télétravail, alors volontairement, et la plupart du temps, c'était on va dire les télétravaux forcés, mais ce back-office, cette classe de service, elle ne télétravaille pas, elle est dépendante des lieux et des horaires de son travail. C'est pour ça qu'ils ont continué à travailler et qu'ils ont été de cette manière visibles. Alors, je l'évoquais en préambule, vous êtes philosophe, comme vous êtes philosophe, il y a forcément un moment de la dialectique qui réapparaît. Et je trouve très intéressant dans votre livre, vous évoquez une dialectique du singulier et du pluriel ici, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont, quand on les regarde, des caractéristiques communes, mais qui ont pas une conscience de classe, hein, c'est très marxiste, si on peut ainsi dire, classe en soi, classe pour soi, comme certains connaissent bien cette distinction. En quoi est-ce que c'est fondamental pour comprendre les difficultés que rencontrent ces personnes? Alors ça, c'est extrêmement important, effectivement, parce que je crois que c'est la première fois. Tout à l'heure, je parlais des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça a été l'apparition pour une part, de cette classe de service, mais d'une partie de cette classe de service. Avec le confinement, au moment où on se retire chez soi, ce qui reste là, c'est l'ensemble de cette classe-là, pour une grande part. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit une unité sociale. Je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a un singulier, c'est la classe de service. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est la première fois depuis une quarantaine d'années qu'on voit surgir de cette manière-là, on voit s'affirmer de cette manière-là, enfin, la manière dont ce monde du travail se rend visible derrière une unité sociale. Tout le monde vit à peu près la même expérience de travail, qui est une expérience de service. Or, jusqu'à présent, pendant les 40, on va dire globalement pendant les 40 dernières années, depuis le début des années 80, la sociologie décrivait le monde du travail très morcelé, les modes de vie et le travail. Donc, on parlait beaucoup plus de pluriel. On parlait des milieux populaires, les classes populaires, etc. Là, on peut dire qu'il y a une classe de service qui apparaît. Sauf que, c'est là où on retrouve le pluriel, l'unité sociale ne fait pas une conscience de soi, une conscience de classe, parce qu'il y a derrière une grande fragmentation des modes de vie. On pourrait dire une fragmentation culturelle ou identitaire. L'une des questions que beaucoup de gens s'étaient posées pendant la crise des Gilets jaunes, c'était de savoir pourquoi les banlieues des grandes villes n'avaient pas rejoint le mouvement et que ce mouvement était essentiellement périurbain. Alors, il y avait beaucoup de raisons à ça, mais ce qu'on observe là aujourd'hui, c'est que je veux dire, l'aide-soignante de la banlieue, périphérie, je vais dire, par exemple, de Saint-Raphaël, vit la même expérience, on peut dire qu'elle vit la même expérience qu'une aide-soignante de la banlieue parisienne ou ailleurs en France,
d'une ville peut-être plus modeste. Mais pourtant, ces trois personnes, si elles ont la même expérience de travail, ne vivent pas ne se, le même, les mêmes, genre, c'est pas pas les mêmes modes de vie. Souvent, l'identité va être différente. On va pouvoir avoir une personne qui sera issue de l'immigration, d'autres personnes qui ne le sont pas, et que surtout, malgré l'expérience commune de travail, malgré cette unité sociale, ne vont pas se retrouver comme faisant partie d'un même monde. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que demain, enfin dès maintenant, quand on se dit il faut revaloriser ces travailleurs, il faut les reconnaître, est-ce qu'on est sûr que tout le monde partage la même conscience d'appartenir à cette classe? Du point de vue du travail, oui, mais d'un point de vue des modes de vie, les choses sont complètement différentes et que toute la question, c'est de bien prendre en compte les aspects de travail, mais de montrer aussi à toutes ces personnes qu'elles font bien partie de la même société. C'est-à-dire que demain, le travail politique, on va dire, et social de reconnaissance, il n'est pas seulement, il sera important sur la question des salaires, la question des traitements, mais je crois qu'il est aussi important en termes de représentation. Est-ce qu'il y a des forces politiques qui peuvent demain représenter l'ensemble de ce monde-là, non seulement au niveau de leurs conditions de travail, de dire on a bien compris qu'est-ce que vous vivez et on va se battre pour vous, vous représenter, parler pour vous en termes de conditions de travail, de situation de travail, mais aussi de mettre en place des mécanismes, et notamment des mécanismes de mobilité sociale collective, qui permettront à toutes ces personnes de bien se reconnaître dans un monde commun qu'on peut appeler la République, d'un grand mot un peu fort, mais qui est extrêmement important pour dans cette promesse qu'il faut tenir, l'idée qu'on fait bien partie du même monde, je crois que ce sera extrêmement important. Alors, on a déjà plusieurs questions qui sont là, donc je vais vous les poser tout de suite. On a une question qui nous vient de David. Alors, je pense qu'elle est un peu provocatrice, juste pour qu'on puisse en discuter. Il a manifestement lu votre livre et il voit que vous avez fait référence aux bullshit jobs, qu'il traduit poétiquement par boulot à la noix, ce qui est assez poétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, dit-il? Et puis, il dit, est-ce que finalement, on n'aurait pas en France tendance à ne pas assez pousser les gens vers ces bullshit jobs? Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser, je le cite, les chômeurs à aller davantage vers ces petits boulots? Alors, j'aimerais bien avoir votre analyse sur ce. Alors, d'abord, je trouve qu'effectivement, boulot à la noix, c'est pas mal comme expression. Je vais essayer de retenir ça. Alors, juste pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent, le terme de bullshit job, on va le traduire définitivement par boulot à la noix. C'est une expression qui a été inventée qui a été proposée par un anthropologue américain qui s'appelle David Graeber, qui disait qu'on avait un boulot à la noix, un boulot sans importance finalement, quand notre travail, s'il était supprimé, la société ne s'en porterait pas plus mal, il ne se passerait rien. Or, précisément, avec tous les métiers dont je viens de parler, ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, et le confinement, c'est que précisément, c'est des métiers dont on ne peut pas se passer. Donc, précisément, ce n'est pas des boulots à la noix. Alors, souvent, quand on regarde ces bullshit jobs, on voit que c'est des métiers souvent dans le tertiaire, dans le marketing, dans la communication, dans les ressources humaines et qui manipulent des symboles, qui ont un travail très abstrait, beaucoup de ce qu'on appelle le reporting, c'est-à-dire faire remonter des données à des personnes qui vont les regarder, et que c'est l'ensemble de ces personnes qui ont ces métiers très valorisés socialement, mais finalement avec une forme d'utilité sociale en tout cas jugée faible, aimeraient pouvoir sortir de leur métier pour faire d'autres métiers plus en relation avec de la matière, c'est-à-dire travailler, faire quelque chose de ses mains, par exemple. Et on a ce mouvement que le journaliste Jean-Laurent Casselli avait appelé dans un livre très intéressant la révolte des premiers de la classe, en disant mais
puisque j'ai un métier inintéressant ou que je juge qu'il n'est pas forcément utile à la société, je cherche à exercer un autre métier. Or, précisément, je crois que tous les métiers dont j'ai parlé du back-office sont des métiers qui sont très peu valorisés socialement. Et que ça m'étonnerait que des diplômés d'HEC, des cadres dans des grandes administrations ou dans des grandes entreprises se disent bah, demain, je vais faire une formation pour devenir aide-soignante ou pour être livreur. Et donc, toute la question que pose la personne qui nous l'a posée, c'est de dire est-ce qu'il est possible de finalement toutes les personnes qui s'ennuieraient au travail ou qui seraient chômeurs, de dire ben, finalement vous pouvez aller vers ces métiers-là. C'est difficile parce que d'abord, c'est des métiers peu valorisés, et peu valorisés socialement, donc peu valorisés financièrement, mais surtout, c'est des métiers dans lesquels les personnes qui les exercent, qu'elles les exercent par choix ou par hasard, sont des métiers qui agissent comme des trappes dans lesquelles on tombe et dans lesquelles il est difficile de sortir. Pourquoi? Précisément parce que ces travailleurs sont invisibles, précisément parce que pèse sur ces métiers un certain nombre de contraintes, et notamment le fait que la productivité de ces métiers n'est souvent pas reconnue, elle est mal mesurée. Quelle est la productivité du travail d'une caissière, d'une infirmière? On ne sait quasiment pas mesurer ces données-là. Et donc, ça tire ces métiers vers le bas socialement, ça tire ces métiers vers le bas en termes de salaire, alors que il y a dans l'ensemble de ces métiers qui sont en contact avec une clientèle, avec des patients, des usagers, qui sont en contact avec des clients, tout un savoir-faire qui se met en place, mais qui est la plupart du temps très, très peu reconnu et très peu valorisé. Prenons le cas des caissières. Si on regarde ce qu'était le métier de caissier ou de caissière il y a 50 ans et ce qu'il est aujourd'hui, on pourrait dire que finalement, les choses n'ont pas tellement bougé. Il s'agit de prendre des achats que quelqu'un sort de son sac, de son caddie, et puis de les biper et de les rendre. Voilà. Sauf que ça, c'est facialement. Aujourd'hui, le métier de caissière ou de caissier fait appel à tout un tas de compétences relationnelles qui vont prendre les cartes de réduction, se retourner pour prendre éventuellement les produits qui ne sont pas au contact direct des clients, pouvoir être polyvalent, pouvoir renseigner, pouvoir mettre des produits en rayon, etc. Et que tout ça, ça paraît évident, or ça ne l'est pas et ça demande des compétences qui sont en fait acquises sur le terrain. Même chose avec des femmes de chambre dans un hôtel, avec des infirmières ou des aides-soignantes. Il y a toute une capacité, au-delà même du métier, au-delà même des gestes techniques de métier, toute une capacité relationnelle qui s'acquiert au fil du temps et qui ne sont jamais reconnues. Donc c'est ça, si on veut attirer vers ces métiers-là, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une question de salaire, bien évidemment, il y a une question de reconnaissance de la valeur propre de ces métiers et des compétences. Il y a une troisième dimension sur laquelle je n'insiste pas, qui sont que la pénibilité des métiers. C'est des métiers dans lesquels, si on prend cariste, préparateur de commandes, où souvent on a une commande vocale qui nous dit comment faire les gestes de métier, c'est des métiers qui sont extrêmement usants, extrêmement fatigants, voire qui cassent physiquement les personnes qui le font. Donc tant qu'on n'aura pas travaillé sur les compétences reconnues, toutes ces qualités relationnelles et la pénibilité du travail, ça n'attirera pas grand monde, du moins pas toutes ces personnes qui font des bullshit jobs et qui se disent tiens, si je faisais autre chose que mon boulot à la noix, tiens, ça serait pas mal d'aller faire chauffeur-livreur. Alors, on a d'autres questions. On a une question qui nous vient de Paula ou Paola, qui a lu votre livre Une colère française et qui dit que vous évoquiez déjà cette question du back-office et qui vous demande en gros si on peut dire aujourd'hui que c'est la seule cause ou l'une des causes des Gilets jaunes.
Euh, alors, oui, ça c'est une question, qui est très intéressante, qui n'est pas facile, c'est pas facile d'y répondre. Je crois que donc effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une colère française sur le sous-titre était ce qui a rendu possible les gilets jaunes, et j'essaie d'analyser quelles étaient les transformations de la société, notamment des rapports sociaux, qui permettaient de comprendre pourquoi une révolte comme celle des Gilets jaunes avait été possible. Et dans les éléments que je remarquais, effectivement, j'analysais la transformation de la société avec cette naissance d'un back-office invisible qui, à un moment, et pas pour cette seule raison d'invisibilité, pour d'autres raisons aussi, se mettait en colère, se révoltait, descendait dans la rue et occupait les ronds-points. Je crois pour une raison aussi qui est de, d'une nouvelle forme, enfin, d'une nouvelle mise en forme, plus exactement, de la question sociale. Non pas telle qu'elle avait été posée par le mouvement ouvrier à partir de, on va dire, en gros, 1848 jusqu'à maintenant, mise en forme par le marxisme, le mouvement syndical, les partis de gauche, etc., mais d'une nouvelle manière où c'était plus le partage de la valeur, donc ce qui se passait dans l'entreprise qui comptait, mais la possibilité de vivre de manière autonome, d'où la focalisation sur les 80 km/h et aujourd'hui encore sur les 110 km/h. C'est la mobilité extrêmement importante parce que c'est ce qui me permet non seulement d'aller travailler, mais ce qui me permet d'être autonome, d'être mobile, focalisation sur l'autonomie et aussi sur la question de la vie digne. L'une des revendications des Gilets jaunes, c'est de dire nous voulons vivre dignement de notre travail. Et donc, la question du travail, là j'en reviens à mes éléments de back-office, était effectivement extrêmement importante, mais dans cette compréhension globale de la question sociale, où c'est moins une classe contre l'autre qui est importante, que comment les individus, dans une société que j'ai appelée société de marché, c'est-à-dire où les intérêts, les droits, etc., doivent s'équilibrer, comment dans cette société de marché, je peux vivre dignement et de manière autonome. Et ça, quand ça n'est pas possible pour taxe carbone, 80 km/h, difficulté à vivre des revenus de son travail, à un moment, ça pousse à la révolte. Alors, on a une autre question sur le même thème, donc je la rapproche, celle d'Adrien, qui reprend une phrase que vous auriez donnée à propos des Gilets jaunes, qui disait en fait, ils ne veulent pas renverser la table, ce qu'ils veulent, c'est s'y asseoir. Oui, oui, tout à fait. Je crois que ceux qui ont vu la colère des Gilets jaunes comme étant, on va dire très classiquement, une révolte de gauche contre la société de marché, contre l'économie de marché, contre le capitalisme, etc., me semble-t-il, font fausse route ou ont fait fausse route. Je crois on est plus dans une révolte de la consommation, c'est-à-dire pouvoir avoir accès nous aussi à un certain type de consommation, pouvoir vivre de son revenu. Et donc, il ne s'agissait pas de déboulonner la société, de renverser la société, de renverser la table, mais précisément de pouvoir s'y asseoir pour pouvoir consommer comme tout le monde, même si c'est une consommation qui n'est pas socialement valorisée depuis les centres-villes, on va dire, qui est une consommation éventuellement plus matérielle, mais ce point-là est extrêmement important. C'est comment est-ce que dans une société de marché, je peux jouer mon rôle. Et jouer mon rôle, c'est quoi? C'est avoir un travail, je n'ai que ça pour vivre, pouvoir en vivre dignement, c'est avoir un salaire qui me permet, et notamment toute la focalisation des débats autour des questions d'assistance. Je me souviens, je le cite dans le livre, un article du Monde qui décrivait un couple de jeunes caristes qui, lui, travaillait et elle ne travaillait pas. Et le couple, avec des enfants, touchait un certain nombre d'aides sociales. Et les lecteurs, c'était un article du Monde, les lecteurs du Monde sur le site internet s'étaient déchaînés contre ces personnes qui, franchement, avec l'argent de leurs impôts, utilisaient ça pour payer des chaussures de marque à leurs enfants. Donc, ils ne savaient pas gérer leur budget, ils faisaient n'importe comment, etc. Mais en fait, la compréhension était mutuelle. C'est-à-dire que ce couple de caristes, quand on écoutait ce qui était dit dans l'article, ils ne tiraient aucune fierté de vivre avec un certain nombre d'aides et d'allocations. Ce qu'ils auraient aimé, c'est pouvoir vivre dignement de leur travail, finalement comme tout le monde. Et ça, je crois que c'est un élément important
sur le fait que, oui, effectivement, ils ne voulaient pas renverser la table, mais vraiment s'y asseoir et y prendre leur part. Alors, j'aimerais qu'on reste un tout petit peu là-dessus, si vous me le permettez, parce que ça m'a fait penser à cet ouvrage dont on a parlé essentiellement aujourd'hui. Et vous avez évoqué la question notamment de la représentativité politique, notamment de ces personnes-là. Et on a vu notamment, quand vous parlez des Gilets jaunes, les tentatives qui avaient été faites d'extraire des leaders de ce mouvement et qui finalement ne fonctionnaient que quand on allait dans la direction de la radicalité. Euh, Comment on peut imaginer sur le long terme cette représentation de toutes ces personnes qu'on a citées aujourd'hui, qu'on a évoquées aujourd'hui? Comment est-ce que ça va pouvoir se traduire politiquement et aussi dans d'autres formes de représentation? Alors, c'est une question difficile parce que effectivement, aujourd'hui, si vous n'êtes pas visible socialement, vous n'êtes rien. C'est bien tout le problème du back-office qui est invisible. Invisible, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les gens. Si on voit bien le livreur qui vous livre quelque chose, on voit bien la personne qui est à l'entrée d'un magasin, on voit bien la caissière, on voit bien l'infirmière, on voit bien les soignantes. Des personnes réelles qu'on voit. Mais c'est la visibilité sociale, c'est la valorisation sociale. À aucun moment, ils ne sont de cette manière-là visibles. Alors, comment est-ce qu'on peut les rendre visibles et comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Alors, soit on se dit ils vont se révolter un jour, mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit ce qu'il faille attendre. Après, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de prendre en charge politiquement et je crois aussi médiatiquement et culturellement cette représentation. Alors j'insiste parce que ça me tient à cœur sur l'aspect culturel et médiatique. Je crois que il y a, on pourrait presque dire, une lutte pour la visibilité dans la société. Et que cette visibilité, elle passe par une représentation médiatique et elle passe par une représentation culturelle, et notamment dans cette forme contemporaine de la visibilité qui est notamment la série télé. Tant que ces personnages-là, ou ce monde du travail ne sera pas incarné par des personnages de séries, de fiction, tant qu'on ne pourra pas se projeter avec des personnages de fiction sur ces vies-là, ça sera difficile parce que médiatiquement, on le voit bien par exemple au moment des campagnes électorales, quand un candidat à une élection veut parler du travail, qu'est-ce qu'il fait? Il met un casque sur sa tête et il va dans une usine. C'est-à-dire que c'est l'imaginaire du travail des 30 Glorieuses, de la révolution industrielle d'avant qui perdure. Personne aujourd'hui ne cherche à représenter ce monde du travail du back-office et de ces classes de service. Et donc, il y a un moment, il faut qu'on arrive à la voir. On arrive à la voir. Alors, dans mon livre, je donne quelques exemples de romans. Je trouve que le roman s'est emparé de la question et le fait plutôt pas mal. La série ne le fait pas, le cinéma le fait très mal parce que je pense qu'il a encore un imaginaire très 30 glorieuse. Et puis ensuite, après, la représentation, elle est politique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que un parti, un candidat, je ne sais pas, doit s'emparer de cette question-là et doit dire, moi je parle au nom de ces personnes, je parle pour ces personnes-là, je parle pour ce monde du travail. Et que précisément l'unité sociale dont je parlais tout à l'heure est extrêmement importante parce qu'on peut parler pour beaucoup de monde. Mais politiquement, je vais me répéter, mais politiquement, ce qui est important, c'est de pouvoir parler pour ce monde du travail, qui est majoritaire, hein, c'est ça aussi qui est important, mais qui est fragmenté culturellement, identitairement, et à qui il faut dire vous avez bien votre place dans cette société, notamment pour les personnes issues de l'immigration, et que ce double effort politique, parler du travail, parler de la réalité de la vie de ces travailleurs, d'un côté, et de l'autre côté, leur promettre une émancipation à travers une mobilité sociale collective,
pour bien leur montrer qu'ils font partie d'un monde commun. Parce qu'on parlait de marxisme tout à l'heure, on l'a évoqué, on n'est pas avec le back-office et puis ce qu'on pourrait appeler le front-office, c'est-à-dire ces métiers plus valorisés, socialement visibles, etc. On n'est pas dans une lutte à mort comme quand le prolétariat voulait remplacer la bourgeoisie, pour le dire vite dans une perspective marxiste. Non, le back-office ne remplacera pas les autres. Enfin, chacun, il a autant besoin du reste de la société que la société a besoin de lui. Donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut lui reconnaître une dignité et lui permettre de vivre de son travail, non pas sous le mode de l'éclate permanente, de l'expérience sensationnelle à vivre, etc., mais précisément de la dignité du travail, du fait de faire un travail qui a une utilité, qui a une dignité, qui ne casse pas en permanence, ou le travail sur la pénibilité, et qui ne soit pas une trappe, une nasse, mais précisément un sas vers vers éventuellement une évolution d'autres métiers, etc. Alors, je crois que vous venez de répondre à la question de Christian, donc je vais en profiter avant de vous poser la question de Christian pour saluer Nicolas Bouzou qui nous regarde ce soir et pour le remercier encore d'avoir été présent sur ce premier rendez-vous et d'avoir inauguré et rappeler qu'on a le plaisir d'avoir ce partenariat avec l'Express, en grande partie grâce à Nicolas Bouzou, et ce partenariat avec l'Observatoire, je n'en dirai pas moins, et qui font que bien, ces conférences sont rediffusées et qu'on a plus de 3000, 4000 vues pour ces conférences, ce qui est un grand plaisir quand on voit qu'en physique, on ne peut pas dépasser les 1000, même si à Saint-Raphaël, on a la chance de remplir de très très belles salles. C'est un plaisir. Et encore merci Denis Maillard d'être présent ce soir et merci Nicolas Bouzou de nous écouter. Alors, je vous pose quand même la question de Christian, mais je pense vraiment que vous venez à peu près d'y répondre. Christian disait bonsoir Denis Maillard. Denis Maillard dit à juste titre qu'il est essentiel de travailler et d'avoir un salaire qui permette de vivre dignement, mais nous ne sommes-nous pas prisonniers de nos envies et des besoins que nous créons? C'est un petit peu plus complet que ce que vous évoquiez. Oui, sans doute, je ne suis pas assez spécialiste pour savoir si on est prisonnier de nos besoins et si c'est nous qui les créons. Je pense que derrière cette question et la manière dont elle est formulée, il y a une dimension de rapport à la consommation. Il y a tout un courant qui, pendant le confinement, a commencé à dire le monde d'après, il sera moins, on consommera moins, il sera plus frugal, pas forcément décroissant, mais etc. Je pense que, en fait, ce que je décris à travers la question du back-office, c'est véritablement la mise en forme presque achevée de la société de consommation et dans laquelle on commence juste à rentrer, où on est vraiment dedans de plein pied. On ne va pas sortir de la société de consommation. Simplement, la consommation se reconfigure. Je parlais tout à l'heure des gilets jaunes en disant qu'ils veulent s'asseoir à la table et pas forcément la renverser, en disant qu'éventuellement, il y avait des consommations peut-être plus matérielles, avoir une voiture tout simplement pour pouvoir se déplacer, et que c'est des choses qui, en centre-ville, alors moi j'habite à Paris, en plein centre de Paris, c'est des choses qui sont, pour beaucoup de personnes comme moi, sont totalement incompréhensibles. On n'a pas de voiture, on a des vélos, voilà, et on trouve que ce mode de vie devrait être le mode de vie de tout le monde. Or, ce n'est pas vrai. Et deuxième chose, le mode de vie, on va dire, avec des consommations moins matérielles, n'en est pas moins un mode de vie de consommateur. Simplement, l'accent n'est pas mis, et donc derrière l'effort financier, n'est pas mis sur le même type de consommation. Si je reprends encore l'exemple de ce que j'ai autour de moi, la consommation authentique, la consommation de culture, la consommation de biens collectifs, la consommation d'éducation va être extrêmement important, mais ne va pas être vécu comme étant de la consommation, puisque la consommation, c'est quand je fais mon plein au drive en périphérie, que j'ai le coffre plein de choses.
Or, on est bien toujours dans cette consommation. Et cette consommation suppose, malgré tout, que ce soit de l'éducation, que ce soit du soin, que ce soit un mode de vie plus authentique, que ce soit des services collectifs, etc. Ça demande du travail contraint pour beaucoup de gens, et notamment tous ces travailleurs du back-office. Et donc, quand on se lève le matin et qu'on se sent libéré d'un monde de la consommation matérielle, on est en fait toujours aliéné, si on peut dire, à de la consommation, mais surtout, tout ça repose sur un travail contraint de personnes qui ont travaillé, livré, mis en ligne, en rayon, etc., toute la nuit, ou qui ont habitant loin des centres-villes, sont venus quand même pour s'occuper d'un malade, d'une personne dépendante, d'enfants, etc. Et ça, je pense qu'on a beaucoup de mal à le comprendre, et que la société se partage aussi sur ces modes de consommation, où toute une partie de la société a l'impression de moins consommer alors qu'elle consomme différemment, mais je crois qu'on est tous dans la même société de consommateurs. Alors, on a une question qui nous provient de Marie. Alors, je dis souvent que quand même, les personnes qui viennent aux conférences à Saint-Raphaël sont d'un certain niveau et qu'on a cette chance-là. Là, ce soir, on a quand même eu des fans qui ont lu tous vos livres et qui les ont fichés manifestement. Donc, on va en profiter. Alors, Marie nous envoie sur un autre ouvrage qui est Quand la religion s'invite dans l'entreprise. Et elle vous pose cette question, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'il faut neutraliser les religions dans l'entreprise pour pouvoir travailler ensemble? Alors ça, on change de registre, pour le coup, effectivement. Alors oui, juste pour expliquer, j'ai publié en 2017 un livre qui s'appelle Quand la religion s'invite dans l'entreprise, qui était une réflexion sur le fait religieux au travail. Et alors pour le dire vite et répondre assez rapidement, je pense que l'entreprise n'est pas le lieu de la religion, n'est pas le lieu de la prière, n'est pas le lieu de la foi. C'est le lieu d'autre chose, à savoir le fait qu'on travaille en commun pour un projet qui est celui de l'entreprise, qui est de vendre des biens et des services, de les produire, de les vendre, etc. Donc, ça premier élément. Le deuxième élément, c'est comment on fait avec des salariés qui, notamment dans le privé, voudraient exprimer leur foi et qui ont le droit du travail leur donne la possibilité de le faire. Et je crois que si on est d'accord sur le fait que l'entreprise n'est pas le lieu de la religion, alors il faut s'appuyer sur la loi, la fameuse loi El Khomri, qui dans son article 2 permet de faire un règlement intérieur qui proscrit les signes religieux, mais non pas parce que la religion serait néfaste, pas parce que le patron serait athée, pas parce qu'on n'aimerait pas telle ou telle religion, et généralement, la plupart du temps, on parle bien d'islam dans ces questions-là. Ce n'est pas pour ces raisons-là. C'est précisément parce que pour les clients, pour l'ensemble des collègues, etc., il faut que les questions de travail soient supérieures aux questions religieuses. Donc, neutraliser, oui, mais au moyen de la loi, et pas parce qu'on serait athée militant ou qu'on n'aimerait pas telle ou telle religion. Je pense qu'il va être l'heure de vous remercier. Une fois encore, j'invite tout le monde à lire Tenir la promesse faite au tiers état, donc de Denis Maillard, notre invité de ce soir. Merci encore, Denis Maillard. C'était passionnant. Merci à vous. Et Et merci à toutes ces questions. pour de vrai à Saint-Raphaël. J'espère. Merci beaucoup. Merci.